Les psychiatres, c'est pas la question de la folie qui est leur problème, c'est la question de la souffrance psychique. Oui, il n'y a pas d'enfants fous, mais il y a des enfants qui souffrent. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, j'ai envie de dire à votre santé mentale aujourd'hui. Mon invité s'appelle Bruno Falissard, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, professeur de santé publique à la faculté de médecine de l'université Paris 11 et biostatisticien. Et vous publiez « Soigner la souffrance psychique des enfants » aux éditions Odile Jacob. Tout d'abord, la pédopsychiatrie, qu'est-ce que c'est ? C'est la spécialité médicale qui s'occupe des enfants qui ont de la souffrance psychique, justement. C'est assez récent, finalement. Avant, on appelait ça la psychiatrie infanto-juvénile. Oui. C'est pas vieux, c'était il y a 40 ans. Hein. Oui, c'est vrai, c'est des synonymes. Ouais. 40 ans. Et le pédopsychiatre, alors, c'est d'abord un médecin, expliquez-vous, mais vous expliquez vraiment ce que c'est que votre métier, parce qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à savoir ce qu'on met derrière les appellations. C'est quoi un pédopsychiatre ? Voilà, alors c'est vrai qu'il y a les psys en général, et c'est vrai qu'en consultation, les gens nous demandent, mais alors psychothérapeute, psychologue, psychiatre, etc., c'est quoi la différence ? Alors, comme vous le dites, un pédopsychiatre, c'est un médecin. C'est-à-dire, il y a eu d'abord les 6 années d'études de médecine. Donc, on apprend le fonctionnement du cœur, etc., et du cerveau, bien entendu. Et puis après, on fait de la psychiatrie. Donc, notre rapport au sujet est certes un rapport au sujet pensant, puisque c'est des gens qui ont de la souffrance psychique, mais nous, on est proche du corps. Et, vous savez, un médecin, il a eu des stages aux urgences, il est habitué à prendre des décisions rapides dans des situations parfois un peu graves. Par exemple, on peut accueillir une adolescente qui a fait une tentative de suicide aux urgences. Voilà, ça c'est un truc concret, grave. Il faut savoir si on l'hospitalise, si on ne l'hospitalise pas. Qu'est-ce qu'on dit aux parents ? Ça, c'est un métier de médecin spécialisé dans les troubles psychiques. C'est de la pédopsychiatrie. Voilà, et vous avez le droit de prescrire des médicaments, par exemple. Alors voilà, en général, c'est ça que les gens pensent. Ah oui, c'est les médicaments. Mais c'est une toute petite partie du métier, les médicaments. La vraie partie du métier, c'est de parler aux gens. L'OMS a déterminé les maladies qui ont l'impact le plus dramatique sur le devenir des enfants et des ados. Qu'est-ce qui a été surprenant dans cette étude ? Voilà, alors on imagine que les problèmes des enfants sont ceux qui avaient en fait au milieu du XXe siècle, c'est les maladies infectieuses, la dénutrition et tout ça, ce qui est vrai dans beaucoup de pays du monde, on est d'accord, en Afrique notamment. Mais en Europe occidentale, tout ça on soigne très bien maintenant. Et donc qu'est-ce qui reste ? Il reste les troubles psychiatriques. Voilà. Et comment est-ce que l'OMS finalement arrive à mesurer que la pédopsychiatrie est une priorité de santé publique pour les jeunes aujourd'hui ? Alors, ça c'est une question technique assez intéressante. C'est que pendant longtemps, les médecins se sont intéressés qu'aux maladies qui tuaient. L'infarctus du myocarde, les cancers et tout ça. Et ce qui est vrai, c'est des priorités de santé publique. Et chez les enfants, les cancers, toutes les maladies... Oui, et les maladies infectieuses. Les méningites. Les méningites, les diarrhées aiguës du nourrisson, où on peut mourir en se déshydratant. Donc, tout ça est très grave, bien sûr. Mais on n'avait pas vu qu'il y avait des maladies qui touchent les adultes, mais aussi et surtout les enfants, en fait, qui vont les toucher de façon chronique. Ça va pourrir leur vie au quotidien pendant des années et des années. On appelle ça des pertes de qualité de vie. Et quand on compte les maladies qui ont un impact sur les années de vie perdues dans la qualité, on trouve que les maladies psychiatriques ont une place très importante, en particulier chez les enfants. D'accord, et comment ça se calcule, ça ? C'est technique et ça s'appelle des Quality Adjusted Life Year. Donc on additionne les années de perdues dues à la maladie aux années perdues dues à une vie qui est amputée par la maladie. Donc ce qui veut dire que les maladies mentales ont les conséquences les plus importantes chez les adultes qui en devenir après. Exactement. Parce que le bon côté des choses, c'est qu'on arrive à soigner toutes les autres maladies des enfants aujourd'hui, sauf exception, bien entendu. Et les maladies psychiatriques, peut-être parce qu'on ne s'est pas assez intéressé à elles, on n'a pas assez investi en recherche et en soins dans ces maladies, elles restent. De quoi parlez-vous quand vous parlez de la souffrance psychique de l'enfant, et en quoi est-ce que c'est différent de la souffrance physique ou de la douleur qu'on évoquait d'ailleurs ? Voilà, alors ça c'est une grande question philosophique. Traditionnellement, on dit que on souffre dans sa vie et on a une douleur dans son corps. Alors néanmoins, on dit qu'on souffre des dents et qu'on a beaucoup de douleur à la perte d'un être cher. Donc on voit qu'il y a un mélange en fait. Le corps, l'esprit, tout ça, c'est... Oui, les humains, d'ailleurs il semblerait que tous les humains de la planète
considère qu'on a une vie intérieure, on a un esprit, une pensée, et on a aussi un corps. C'est un anthropologue, il sépare intériorité de physicalité. Et donc ça structure l'humanité, mais bien sûr ça se rattache, et puis on sait bien naturellement que le cerveau, il a à voir avec la vie psychique. Et donc il y aurait une souffrance qui serait intérieure à l'homme, qui serait une souffrance psychique, et il y aurait quelque chose qui fait mal dans les organes. Quand on se casse une jambe, ça serait la douleur. Donc il y a une dualité entre le corps et l'esprit. Vous êtes d'accord ou pas avec ça ? Alors d'abord, c'est une constatation. Oui. C'est très fort dans la philosophie occidentale, mais alors c'est moins fort dans les philosophies orientales. Le corps est plus, par exemple, la philosophie japonaise est beaucoup plus à l'aise avec ça. Néanmoins, le dualisme existe quand même. Alors Bruno Falissard, si vous voulez bien, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'un ado qui fait des crises d'asthme et un ado qui fait des attaques de panique. Oui, alors c'est très intéressant parce que une crise d'asthme, c'est les bronches, le poumon, c'est une maladie organique. On va voir un pneumologue, c'est pas psy, quoi, comme on dit. Alors, on l'a entendu longtemps de l'asthme, que c'était une maladie ou psychosomatique ou psychologique. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous ? Alors non, regardons sociologiquement comment ça se passe. D'abord, beaucoup de maladies sont souvent considérées avec une part psy. La migraine, l'urticaire, l'asthme, etc. Mais ce sont quand même des maladies... On le disait, de l'ulcère à l'estomac, jusqu'à ce qu'on découvre l'hélicobactère. Exactement, ouais. Exactement. Mais donc, je suis d'accord, néanmoins, l'asthme, c'est une maladie de pneumologue et de médecin généraliste. C'est pas une maladie de psychiatre. Et pourtant, quand vous regardez comment se passe une crise d'asthme, vous avez quelqu'un qui commence par s'essouffler, et puis ça lui fait peur, parce qu'en fait, quand on s'essouffle, on a peur de ne plus pouvoir respirer, donc on est terrorisé. Et les gens qui sont autour de vous, ils ont peur. Quand on voit quelqu'un qui fait une crise d'asthme, ça fait peur à tout le monde. Ça impressionne les parents, d'ailleurs. Ça impressionne les parents. De notre côté, quand vous prenez un enfant qui fait une attaque de panique, tout d'un coup, il est terrorisé et il se met à respirer très vite parce qu'il a peur. Et les gens qui sont autour de lui ont peur aussi. Et en fait, si on prend du recul, ça ressemble. Une crise d'asthme, ça ressemble à une attaque de panique. Mais il y a tout un tas de petits détails. Le fait que la peur arrive avant l'essoufflement dans l'attaque de panique. Le fait que c'est le contraire, l'essoufflement arrive avant la peur dans la crise d'asthme. Qu'on va dire, il y en a un qui est vraiment psy et l'autre qui est vraiment pas psy. Mais ça, c'est nous qui faisons ça. D'accord, mais qu'est-ce que ça change dans la prise en charge ? La crise d'asthme reste une question de pneumologue et la crise de panique, ça reste une question de pédopsychiatre. Oui, mais alors il y a quelque chose au-delà de ça, c'est que on va dire mais les maladies des pédopsychiatres, c'est quand même des maladies dans la tête. Est-ce que c'est des vraies maladies ? Alors que l'asthme, il y a des médicaments qu'on inhale, on va voir un pneumologue, donc c'est une vraie maladie. Il y a quand même plus de stigmatisation. On pointe du doigt quand même la maladie mentale plus qu'on ne pointe du doigt les maladies des poumons. Alors qu'en fait, elles ne sont pas si différentes que ça. Et ce sont aussi des vraies maladies. C'est qu'on peut dénier le fait que ce soit des vraies maladies. Ces maladies mentales, de l'âme ou de l'intérieur, comme on les appelle. Oui, mais alors là, il faut se souvenir qu'en médecine, c'est le malade qui compte, c'est pas les maladies. Et moi, je ne connais pas de faux malades. Dès que quelqu'un est en grande souffrance dans sa vie, que ce soit dans sa tête ou dans son corps, c'est un malade, c'est quelqu'un qui est en souffrance. On doit s'occuper de lui et le prendre au sérieux, quelle que soit l'origine de sa souffrance. Après, le fait que ça soit la maladie X ou Y, moi j'ai envie de dire, c'est un problème de médecin, ça, les maladies. C'est parce que ça va les aider à trouver de bons traitements. Et puis, ça va vous aider peut-être à vous, à dire à votre voisin ou à votre famille, mon enfant, il a telle maladie. Mais dans le fond, ce qui compte, c'est qu'il y a des gens qui sont en souffrance et il faut s'occuper de ces gens en souffrance, quelle que soit leur maladie. Alors, quand on dit que vous êtes pédopsychiatre, si on enlève le pédo et qu'on garde que le psychiatre, on se dit, mais en fait, finalement, il s'occupe des enfants fous. Et certains parents peuvent avoir un problème avec ça et se dire, finalement, mon enfant, il n'est pas fou. Oui, vous avez raison, et même les enfants. Parce qu'en fait, les enfants, ils entendent tout et ils savent que le mot psychiatrie, ça a à voir avec les fous. Et moi, j'ai beaucoup de patients en consultation qui arrivent réticents parce qu'ils disent « mais moi, je ne suis pas fou ». Mais bien sûr, alors là, c'est un quiproquo historique. C'est que d'abord, même en psychiatrie adulte, 9 fois sur 10, les psychiatres n'ont pas des patients fous en face d'eux.
En fait, un patient fou, quelqu'un de fou, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est profondément différent, qui est incompréhensible, qui fait un peu peur, et on a l'impression qu'il a perdu la raison. On en parlait tout à l'heure, justement. Mais alors, un fou, c'est quoi? Alors, un fou, c'est ça. Un vrai fou, je veux dire. Mais alors, un vrai fou. Alors, d'un côté, vous vous souvenez, il y a longtemps, il y avait un artiste qui s'appelait Salvador Dali, qui faisait des publicités à la télévision. Sur le chocolat. Sur le chocolat. Et il jouait la folie. Et tout le monde le prenait pour un fou. Salvador Dali, c'était un fou. Il y a une tradition de l'artiste fou, c'est-à-dire qui est en dehors de la réalité, qui a perdu la raison, et ça lui permet de s'exprimer dans ses œuvres d'art. Mais ça n'a rien à voir avec un malade psychiatrique. Il n'est pas en souffrance. Au demeurant, il gagne beaucoup d'argent. Et il a l'air bien dans sa vie. Donc voilà. Donc la folie, c'est des êtres humains qui sont différents. Alors bien sûr, parmi ces êtres humains très différents, il y en a qui sont en souffrance. On en voit dans le bus, dans le métro, des gens qui sont différents. Ils n'ont pas l'air d'être avec nous. Et si vous leur parlez, vous allez voir en fait qu'ils vont pas bien. Et donc oui, bien sûr, ceux-là, on va s'en occuper. Ceux-là, ce sont des patients. Mais vous avez aussi en psychiatrie, au quotidien, des gens anxieux. Par exemple, des gens qui ont peur de prendre l'ascenseur, tout simplement. Et donc, si leur boulot est au 20e étage, comment ils font pour aller à leur boulot? Voilà, c'est des questions concrètes de la vie de tous les jours. Et la peur, c'est de l'anxiété, c'est dans la tête, dont acte. Donc, c'est un travail pour un psychiatre, mais c'est pas une souffrance marginale, c'est pas une souffrance à 3 balles, c'est un vrai problème dans la vie des gens. Mais est-ce que ça peut exister des enfants fous? Alors, ou finalement, c'est une maladie d'adulte? Non, alors, bien sûr, là où il y a une différence, c'est que l'enfant, l'adolescent, c'est peut-être autre chose, mais l'enfant, il croit au Père Noël, il adore les films fantastiques, il adore jouer avec ses camarades à des choses complètement folles, quoi. On sait que ça fait partie de la vie des enfants de ne pas être complètement dans la réalité. Et donc, de ce fait, oui, je suis d'accord, l'enfant fou, c'est pas un concept qui tient la route. On peut avoir des enfants qui parlent à des amis imaginaires, par exemple. Exactement, mais exactement. Il y a même des enfants qui parlent aux personnages qui sont à la télévision. Et pourquoi pas? On a le droit de parler à des personnages qui sont dans la télévision. Ce qui compte, encore une fois, c'est que l'enfant soit bien. S'il est bien dans sa vie, même s'il est un peu hurluberlu, c'est pas grave. Et d'ailleurs, socialement, c'est très bien toléré. Mais comme de toute façon, les psychiatres, fondamentalement, c'est pas la question de la folie qui est leur problème, c'est la question de la souffrance psychique. En fait, au bout du compte, oui, il n'y a pas d'enfants fous, d'accord, mais il y a des enfants qui souffrent. Et cette souffrance psychique de l'enfant, il faut non seulement l'entendre et en tenir compte. Oui, bien sûr. Alors là, on rentre dans le dur, comme on dit. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est que pour beaucoup d'enfants qui se mettent à souffrir, ils n'ont pas conscience que ça peut arriver à tout le monde. Et donc, ils vont être à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont avoir peur de quelque chose, ils vont être tristes parce qu'ils se font agresser à l'école, ils se font harceler, par exemple. Donc, ils vont être malheureux et ils vont garder ça à l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas que ça peut arriver aux autres et qu'il faut en parler et que les autres sont là pour vous aider. Donc ça, c'est le premier point, c'est que l'enfant, il ne sait pas forcément que la souffrance psychique, c'est quelque chose de problématique et qu'il faut en parler. Le deuxième point qui complique aussi, c'est que c'est très dur pour des parents de voir qu'un enfant est en souffrance. Et donc, il va y avoir une réaction de certains parents, c'est de ne pas vouloir le voir. Et c'est humain. On ne va pas vouloir voir que notre enfant est en souffrance. Et donc, il va falloir écouter les voisins, les grands-parents, le reste de la famille qui va dire « Oh là, mais ton fils, là, il va pas bien en ce moment. » Alors, vous allez dire « Mais si, je t'assure, il va bien. » Non, il faut que les parents aient à l'esprit que leur enfant peut aller mal et qu'il faut ouvrir les yeux et écouter les autres. Oui, mais c'est vrai qu'ils sont pas forcément, ils sont en première loge et il n'arrive pas forcément à les détecter. Alors voilà, c'est ça. Donc il faut. Alors c'est là qui est compliqué aussi, c'est que je suis sûr que on nous écoute, on se dit zut, mais alors peut-être que mon fils ou ma fille, elle va pas bien. Et mais c'est vrai, par exemple, elle se réveille très tôt, donc c'est peut-être qu'elle va. Non, alors c'est pas facile d'être parent, vous êtes au courant, hein. Oui, il n'y a pas de manuel. Voilà, il n'y a pas de manuel. Il y a des méthodes maintenant, mais... Disons qu'il y a des grandes lignes directrices. Hein. Par exemple, pas de violence à la maison. La violence, ça fait du mal. Mais au-delà de ça, être parent, il y a deux côtés. Il ne faut pas être super anxieux avec ses enfants parce que à ce moment-là, on ne les laisse pas libres. Et il faut tolérer le fait que par moments, ça ne va pas bien. Voilà, c'est la vie. Hein. Mais d'un autre côté, il faut quand même être un peu à l'affût
Si votre enfant, tout d'un coup, ses résultats scolaires s'effondrent, s'il a plus d'amis, s'il vous parle plus, s'il est irritable, etc., faut peut-être se dire, finalement, il va pas bien, faudrait que je lui en parle. On parlait de cette fameuse hyperactivité. Votre livre démarre avec l'histoire de Julie. Julie, ça va pas aller à l'école. Pourtant, elle travaille bien, mais ses maîtres n'arrivent plus à savoir quoi en faire. Et finalement, on l'envoie chez le pédopsychiatre. Vous envoyez de plus en plus de ces enfants hyperactifs? Oui, on en voit de plus en plus, il n'y a aucun doute. Ça ne veut pas dire qu'il y en a de plus en plus dans la société, c'est une autre question, mais on en voit de plus en plus. Alors, j'ai fait exprès de prendre l'exemple de Julie, parce qu'elle n'est pas malade, elle. Et donc ça aussi, c'est une particularité de la pédopsychiatrie, c'est que on nous amène des enfants qui, eux, ne demandent rien à personne. Oui, ils n'ont pas demandé à aller voir Monsieur Bruno. Voilà. Et ça complique un peu le travail parce que il faut faire la part des choses entre ce que disent les parents, les enseignants, la société, et puis ce que réclame l'enfant. Alors, cette histoire d'hyperactivité, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que, en ce moment, aux États-Unis, il y a une épidémie. Voilà, 10% des garçons de 10 ans prennent un médicament contre l'hyperactivité. Qu'on appelle la Ritaline, enfin dans son nom de... C'est pas la molécule, mais qui est connue sous le nom de Ritaline. Voilà, c'est ça. Et ce médicament est un stimulant. Donc c'est pas anodin du tout. C'est un médicament qui ressemble à une amphétamine. Donc vous voyez un peu, si on fait un raccourci, 10% des garçons de 10 ans qui prennent un truc qui ressemble à une amphétamine. Donc la question est grave. Alors, comment... en France, on n'en est qu'à 1% aujourd'hui. On est parmi les pays occidentaux, on est les opposés. Eux, ils prescrivent beaucoup, nous, on prescrit très peu. Même si le débat fait rage ici, on parle de cocaïne des enfants, oui. La molécule de l'obéissance, et finalement, absolument. On s'érige un petit peu sur les prescriptions un peu automatiques de cette fameuse Ritaline. Alors vous êtes plutôt nuancé dans votre livre, et plutôt rassurant. Oui. Alors, d'un côté... de parler à un enseignant, à un maître des écoles, il va vous dire que une fois tous les 3 ou 4 ans, il a un enfant qui est complètement surexcité, qui tient absolument pas en place. Alors, vous allez vous dire, ah oui, mais bon, c'est des enfants, ils bougent, et alors, ils sont jeunes et ils bougent. Oui, mais quand vous bougez au point que vous risquez de traverser la rue sans faire attention et que vous risquez d'avoir un accident, que vous dites tout ce qui vous passe par la tête en permanence, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est un peu gros, t'es gros, tu louches, t'es bête, t'es moche, etc. Vous vous faites détester de tout le monde. À la maison, vous bougez sans arrêt, incapable. Par exemple, on décide le dimanche après-midi de jouer à un jeu de société. Vous n'allez pas pouvoir jouer au jeu de société parce que sans arrêt, vous allez interrompre tout le monde, partir dans votre chambre, etc. Si ça se passe comme ça tout le temps, tout le monde vous déteste au bout de plusieurs années. Vous ne pouvez pas apprendre à l'école, vous ne pouvez pas apprendre à lire. Vous êtes détesté de tout le monde, donc vous êtes malheureux et vous êtes en souffrance. Et donc, il faut s'occuper de vous. Et donc, mais ça représente 0,5% de la population. C'est un tout petit nombre d'enfants. Et donc, eux, éventuellement, on peut leur proposer un traitement médicamenteux qui va changer leur vie. Alors, bien sûr, à l'opposé, vous avez... Comme aujourd'hui, c'est vrai que la question de l'autorité au sein des familles est une vraie question. Avant, vous savez, il y avait une place du père, de la mère, c'était simple. Le père avait une voix forte, la mère, etc. C'était genré et c'était excessif pour toutes les raisons qu'on entend un peu partout. Et aujourd'hui, on remet en question tout ça. Et je suis complètement d'accord avec ça, naturellement. Néanmoins, il y a eu un problème de remise en cause de la façon dont les familles fonctionnent. Et donc, on a un peu un problème avec l'exercice de l'autorité qui conduit au fait qu'on a beaucoup d'enfants qui bougent, qui ont du mal à être cadrés, etc. Ça ressemble à de l'hyperactivité. Vous voyez, ça ressemble. Ce sont des enfants juste actifs. Actifs, qui ont un petit peu de mal à répondre à des injonctions à l'école. De dire, vas-y, calme-toi, assieds-toi, écoute. Puisqu'à l'école, il faut être assis et écouter. Et donc, du coup, on en voit de plus en plus qu'on nous amène en nous disant, le maître dit que c'est plus possible, voilà. Et j'ai lu sur Internet que y avait l'hyperactivité et j'ai vu qu'il y avait un médicament. Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas lui donner ? Et là, bien sûr, ce qui est compliqué, c'est que vous savez que les médecins, y a beaucoup de patients qui viennent les voir et qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour voir les patients. Et donc, il y a une tentation, c'est de se dire, ils ont allé sur Internet, ils veulent que leur enfant prenne le médicament.
Finalement, il va mieux écouter à l'école, tout le monde va être content, je vais faire l'ordonnance. Et là, vous ne faites plus votre métier. Parce que là, vous êtes en train de donner une molécule psychotrope à un enfant qui est juste un enfant, qui vit sa vie. Alors certes, il bouge un peu, mais c'est peut-être à nous de gérer ça. On a une idée, finalement, des effets de la molécule à long terme? Alors, moi, je vais vous renvoyer la balle. Je vais vous dire, pour la plupart des médicaments, est-ce que vous êtes vraiment sûr de leur effet indésirable à long terme? J'ai vu dans votre livre une étude à 8 ans. Voilà. Alors, ça, c'est... D'abord, 8 ans, est-ce qu'on peut estimer que 8 ans, c'est un long terme? Non, non, même pas. Parce qu'un enfant qu'on commence à traiter, à mettre sur Ritaline, je sais pas, vers 7-8 ans, c'est à partir de 6 ans. Hein. Combien de temps on peut lui en donner? Alors, figurez-vous que, en fait, avant, un enfant hyperactif, oui, on le traitait, et puis en fait, on l'orientait scolairement très vite. C'est-à-dire, on l'orientait, il allait être maçon, jardinier, comme ça, il allait pouvoir s'exprimer physiquement. Et puis, on n'allait pas lui imposer de rester assis en classe. Finalement, l'exercice professionnel de l'individu s'adaptait à l'être du sujet. Avec quand même un questionnement, c'est que, d'accord, mais les enfants n'avaient pas forcément envie de devenir maçon ou jardinier, qui sont des métiers honorables. Mais on n'a pas forcément envie de faire ça. C'est pas parce qu'on est hyperactif qu'on doit forcément avoir un métier physique. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on les traite, ils réussissent à l'école, ils continuent dans le cursus scolaire normal, donc ils continuent à prendre le médicament, ils vont à l'université, ils continuent à prendre leur médicament à l'université, ils choisissent un métier où il faut être assis, ils continuent à prendre le médicament, même quand ils sont adultes. Donc la question que vous soulevez, c'est une vraie question. Maintenant, on a des patients, ça fait 30 ans qu'ils prennent de la Ritaline, puisque le médicament, il existe depuis 50 ans. Alors quel est l'effet à très long terme ? On a des études qui sont difficiles à faire, mais on en a quand même, notamment faites aux États-Unis, puisqu'ils ont tellement de patients. C'est plutôt rassurant, mais c'est pas anodin. Voilà. Pourquoi c'est pas anodin? Parce que comme c'est un stimulant, ça augmente la tension artérielle, ça augmente la fréquence cardiaque. Et si en même temps vous fumez ou que vous prenez une pilule contraceptive, si vous faites pas de sport, etc., c'est un facteur de risque cardiovasculaire en plus. Donc c'est pas très bon. Donc il ne faut pas dramatiser à outrance, mais il y a un vrai sujet. Alors, je continue dans la même ligne. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que c'est quand même un médicament psychotrope qu'on donne à des enfants au moment où leur cerveau est en développement. Et donc là, il y a une question, c'est est-ce que le médicament ne va pas finalement faire que le cerveau va se développer d'une certaine façon? A priori, pas trop. Mais c'est une question. Alors, je vous vois bondir... Non, c'est un super sujet, finalement. Voilà. Ouais. Alors, vous allez dire, mais oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait à nos enfants, etc. Oui, mais je vais vous dire, mais oui, mais un enfant hyperactif, il a plus de risque de fumer du cannabis, du tabac, etc. Et ça aussi, ça modifie le cerveau. Et donc, qu'est-ce qui est le pire? Le tabac, le cannabis, l'alcool ou la Ritaline? Donc, vous voyez, c'est une question compliquée. Et en fait, c'est au cas par cas. C'est-à-dire, quand vous avez un enfant qui est gravement atteint, les risques vont être moindres que les bénéfices. Bruno Falissa, pour les parents qui nous écoutent et qui ont des enfants qui sautent un peu partout, qui sont très actifs et peut-être pas hyper actifs, qu'est-ce que vous conseillez comme conduite finalement? Quel est le parcours? Alors, il y a des astuces simples. On peut, par exemple, faire du sport où on s'exprime physiquement et où il y a des règles, comme le rugby ou le judo. Voilà, donc on apprend au judo, on apprend à saluer, on apprend à maîtriser son énergie. Les enseignants de judo et de rugby sont très bien formés. Il n'y a pas d'effet indésirable, ça coûte pas cher. Donc voilà, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, certes, mais c'est bien. Après, quand vous avez un enfant comme ça qui bouge beaucoup, plutôt que de parler avec lui en lui disant « Ah ben tu sais, faut pas faire ça », prenez-le par les épaules, vous voyez, touchez-le. Et dites-lui, écoute, calme-toi, voilà. Et le fait de le toucher, ça va être au moins aussi efficace que de lui expliquer les choses. Parce qu'en fait, lui expliquer, c'est pas ça qui va marcher avec lui. Après, il faut en discuter avec les enseignants. Il faut dire, oui, moi je vous assure, je fais mon travail de parent, j'essaie d'être sévère et tout, mais il est comme ça. Et vous êtes au courant, vous dites ça à l'enseignant, vous êtes au courant, ça existe. Alors, l'enseignant, plutôt que de mettre l'enfant au fond, au contraire, il faut le mettre devant.
parce que s'il est au fond, il va faire ce qu'il veut. Donc il faut le mettre devant, il faut le mettre seul à une place. Il faut, vous voyez, plutôt que de lui donner des grands exercices, il faut lui donner plein de petits exercices. Et entre chaque exercice, il peut aller lire au fond de la classe. Vous voyez, on peut arriver à avoir des petites stratégies qui marchent avec des enfants, à la condition qu'ils ne soient pas trop atteints. Parmi les pathologies les plus fréquentes des ados et des enfants, il y a les troubles 10. Alors, est-ce que ces troubles dits 10 relèvent de la psychiatrie ? Est-ce que ça relève de la fréquence, de la souffrance psychique ? Alors qu'il y a plein d'enfants qui sont dyslexiques, qui, a priori, n'ont pas l'air d'en souffrir. Oui, de toute façon, je vous renvoie la balle tout à l'heure, il y a plein d'enfants un peu hyperactifs qui n'ont pas l'air d'en souffrir. Donc, ça fait souffrir l'entourage, en fait, finalement. Oui, alors, néanmoins, pour les 10, alors ça dépend des pays. Faut être honnête, dans la plupart des pays, ce sont effectivement les pédopsychiatres qui s'occupent des troubles des apprentissages. D'ailleurs, dans les livres de médecine, ça fait partie des troubles psychiatriques. En France, comme on a encore plus peur de la psychiatrie que dans les autres pays, c'est vrai qu'on a envie de mettre les 10 en dehors. Alors, j'étais surpris, moi, de les voir dans la liste. C'est pour ça. Oui, mais prenons du recul. Ouais. Un enfant qui a du mal à apprendre à lire ou même à parler, ce qui est encore plus grave. Parce qu'un enfant qui ne peut pas parler, il va être très frustré de ne pas pouvoir se faire comprendre. Et vous savez, d'ailleurs, on le voit ça avec des adultes qui ont eu un accident vasculaire cérébral, qui ont eu une attaque, ils ne peuvent plus parler. Vous verrez, ils sont énervés, ils s'énervent très vite parce qu'ils veulent parler, mais ils n'y arrivent pas, ils se fâchent souvent, ils sont en colère et même ils sont agressifs. On a la même chose avec les enfants. Donc vous voyez, être irritable, agressif, en colère, se mettre à taper, on rentre dans des troubles du comportement qui appartiennent à la psychiatrie. Et puis ne pas pouvoir parler, ça donne de la souffrance psychique. C'était le début de l'émission, la souffrance psychique, ça a à voir avec la psychiatrie. Donc vous voyez, même si, je suis d'accord, il y a des origines neurologiques aux troubles 10, mais la vie de ces enfants, en fait, est beaucoup en lien avec une souffrance que nous, psychiatres, c'est notre cœur de métier. D'accord. Donc ça peut relever aussi de la pédopsychiatrie ? Ça peut. Ouais. Ça peut. Alors, mais là, encore une fois, faut être cool avec ça. Faut dire, il a un trouble d'apprentissage du langage oral ou écrit, d'accord. Heureusement, en France, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a des orthophonistes. Oui, alors, il faut trouver un rendez-vous. Hein. Alors, mais je veux dire que les orthophonistes, ils sont saturés. Oui, mais forcément, si vous voulez, c'est remboursé par la sécurité sociale. Et ce qui est une chose extraordinaire. Vous savez, il n'y a quasiment aucun autre pays dans le monde où il y a des personnes formées pour s'occuper des troubles des apprentissages et qui sont pris en charge par la collectivité. Donc on critique notre système de soins, mais soyons heureux que ça existe. Alors bien sûr, ils sont victimes de leur succès. Effectivement, il y a des listes d'attente qui sont longues, mais ils existent. Donc il y a des orthophonistes, c'est leur job, c'est pas de la pédopsychiatrie, l'orthophonie, c'est un métier à part. Néanmoins, souvent, les enfants qui ont ces troubles 10, on va avoir besoin de les accompagner dans le fait qu'il faut les aider à comprendre qu'ils ne sont pas pareils. Dans le fait qu'il va falloir les aider à comprendre que, oui, c'est la vie, ils sont différents, mais c'est pas parce qu'ils sont différents qu'ils peuvent pas vivre à l'école, qu'ils peuvent pas vivre avec les autres. Et là, vous voyez, on rentre dans quelque chose qui est plus psychologique, voire même plus psychiatrique quand ils en souffrent. Et donc, on a aussi notre rôle à jouer là-dedans. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement, santé mentale, c'est la même chose que psychiatrie, ou pas du tout ? Alors, pour tout le monde, oui, c'est la même chose. Il y a la médecine, il y a la santé, c'est pareil. Il y a la psychiatrie, il y a la santé mentale. Et puis, honnêtement, il y a même des psychiatres qui ne parlent plus de psychiatrie, ils parlent de santé mentale parce que ça fait moins peur aux gens. Alors, vous me direz, pourquoi pas, c'est une question de mots. On a le droit d'utiliser les mots qu'on veut. Sauf que, les mots, il y a des définitions. Il faut savoir de quoi on parle. Alors, on a vu tout à l'heure, psychiatrie, c'est s'occuper de la souffrance psychique. Voilà, c'est des gens qui souffrent. Donc, ce sont des médecins qui s'occupent de gens qui souffrent, comme on fait en médecine. La santé mentale, c'est quoi ? La définition, c'est le bien-être. C'est le développement de soi. C'est aller bien dans sa vie. Alors ça, c'est très tendance aujourd'hui. Alors le bien-être... Et pourquoi pas ? Voilà, moi, j'ai rien contre. Les gens ont le droit d'être bien dans leur vie.
à la fin, ça devient un peu une tarte à la crème. Vous savez, on voit des gens de plus en plus de gens positive attitude. Faut être tout le temps bien, faut être super cool, faut sourire tout le temps. Si vous souriez pas tout le temps, vous êtes un rabat-joie. C'est quand même un déni de réalité, quoi. C'est que dans la vie, il y a des matins, on se lève, ça va pas forcément très bien, on n'a pas forcément envie d'aller au boulot. Et donc, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que on se demande le matin quand on se voit comment ça va. Et on a le droit de dire, en ce moment, c'est pas super cool. Alors avant, quand on disait comment allez-vous, ça concernait autre chose. Non ? Certes. Ça concernait la selle. Ben oui, je sais bien. C'était historiquement. Bon, c'est pas le sujet de l'émission. Si, mais alors cette histoire de bien-être, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une injonction dans la société. Faut être cool, faut être bien. Alors, moi, j'ai rien à dire avec ça. La société, elle fait ce qu'elle veut. Sauf que on mélange le fait d'aller bien avec le fait de soigner les gens qui vont très mal. Et en fait, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je vais vous prendre un exemple concret de la médecine. Vous êtes un passionné de course à pied, vous avez une tendinite de la patte doigt au genou. Alors c'est une catastrophe, vous pouvez plus courir. Non mais cool, voilà, vous arrêtez de courir pendant 15 jours, ça va vous permettre de faire autre chose. Et puis voilà, c'est pas une grande maladie, c'est pas de la souffrance, c'est un bobo. Alors d'accord, c'est pas cool, mais vous n'êtes pas malade, il n'y a pas à aller voir un médecin de toute urgence et à faire une IRM. Par contre, comme j'ai eu il n'y a pas longtemps un jeune patient qui a une maladie d'Ehlers-Danlos, c'est-à-dire qui se casse tous les os en permanence et voilà, là on a quelqu'un qui a une maladie grave, qui a un risque d'impotence alors qu'il a 15 ans et sa vie risque d'être très difficile, voire même d'être dans un fauteuil roulant à terme. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec une tendinite du genou. Dans un cas, c'est un bobo, votre vie est moins cool que d'habitude. Dans l'autre cas, votre vie risque d'être impactée. Alors, revenons à notre santé mentale. Donc, c'est pareil. C'est pareil. La santé mentale, c'est pareil. C'est moins grave. D'un côté, c'est vrai qu'on a envie d'être up, d'être au top tout le temps, d'être pleinement actif, d'être joyeux, d'être bien. Et donc, aujourd'hui, on m'a dit un truc pas cool au travail ou à l'école, ça va pas, j'ai le seum, comme on dit, je vais pas bien dans ma vie. Voilà, c'est la vie, c'est un passage à vide. Dans la vie, il y a des passages à vide, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la psychiatrie, rien du tout. Alors, Bruno Falissard, up, les neurosciences. Ça, c'est très, très up. Quel est l'apport des neurosciences à votre spécialité, la pédopsychiatrie ? Par exemple, si on prend une maladie, là aussi dont on parle beaucoup plus qu'il y a certaines années, c'est l'autisme. Oui. Donc, est-ce que les neurosciences nous ont aidés à comprendre la nature de l'autisme et d'où ça venait ? Et là, on va dire oui et non. On va dire oui et non. Alors d'abord, souvenons-nous quand même que jusque dans les années 70, l'autisme, c'était des mères qui faisaient mal leur travail et c'était à cause d'elles que l'enfant était autiste, ce qui était complètement faux. Complètement faux. Donc, on psychologisait complètement l'autisme, ce qui a fait beaucoup de mal à des familles et à des enfants. Et donc, les neurosciences sont arrivées après en disant « Ah ben oui, mais regardez, les vrais jumeaux, quand on prend des autistes, on prend des vrais jumeaux, l'un est autiste, ou des faux jumeaux, l'un est autiste, la concordance sur les vrais jumeaux, elle est largement supérieure à celle des faux jumeaux. Et ça, c'est pas psychologique, ça doit être génétique. » Alors, oui, justement, cette explication génétique de l'autisme. Alors, d'un côté, c'est un peu vrai. Voilà. L'autisme, c'est pas psychologique. C'est une maladie un peu comme l'épilepsie, l'asthme, on parlait tout à l'heure. C'est une maladie. Ça touche le sujet en tant que sujet pensant. Donc, les psychiatres s'en occupent. Mais c'est une maladie avec un grand M. Alors, la génétique, si vous voulez, en fait... Alors là aussi, c'est un mot up. On utilise le mot génétique un peu pour tout et n'importe quoi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, vous savez que en fait, la génétique, c'est le mode d'emploi qui fait qu'un être humain, il est construit comme il est et qu'il n'est pas construit comme un hamster ou comme une fourmi. Et ça, c'est marqué dans son génome. C'est-à-dire, à l'intérieur de chacune de nos cellules, il y a un mode d'emploi qui est capable de construire un être humain. Dans ce mode d'emploi, il y a
beaucoup de choses, y compris des choses qui ont à voir avec l'autisme. Donc oui, l'autisme a une partie de ses déterminants qui est génétique. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a aussi plein d'autres déterminants qui ne sont pas génétiques. Alors vous me direz, ils sont quoi ? Peut-être, on n'a que des pistes. Peut-être un virus pendant la grossesse. Peut-être des problèmes de toxiques, pourquoi pas ? L'exposition à des substances toxiques, etc. Donc, alors là, les neurosciences sont servies en disant l'autisme, c'est pas que dans la tête. Même si moi je m'en fiche que ça soit que dans la tête, au moins ça a permis de dire à la société l'autisme, ça se voit un peu dans les gènes, dans les virus, autre chose. Donc c'est une maladie que vous devez prendre au sérieux comme toutes les autres maladies. Ça a été une façon d'inscrire l'autisme dans la réalité neurologique. Pourquoi pas ? Alors après, si on va au-delà, il y a plein de travaux extraordinaires de neurosciences, ce qui, c'est vrai, nous ont aidés à comprendre l'autisme. Par exemple, on a fait des expériences où on a regardé en mettant des petites caméras qui regardaient où le regard des enfants autistes se pose quand ils regardent une photo. Donc c'est une photo, vous avez un homme, une femme qui sont assis sur un canapé, il y a un corbeau empaillé, l'homme a une montre, etc. Un enfant normal, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, il va regarder les yeux de l'homme et les yeux de la femme. Et ça, c'est complètement... même un tout petit enfant, il sait que les yeux... Naturellement, c'est ce qu'il va faire. Exactement. D'accord. Il va chercher à accrocher le regard. Voilà. Et on a montré que l'enfant autiste, il va poser son regard sur le bracelet qui brille, sur le bec du corbeau, sur d'autres choses dans la pièce. Et donc, imaginez une vie où depuis que vous êtes tout enfant, tout petit, en fait, vous ne regardez jamais les gens dans les yeux, vous regardez que les choses qui brillent. Donc, vous allez vous construire en dehors de la relation aux autres. Et votre rapport au monde sera complètement différent. Donc vous voyez là, effectivement, les neurosciences nous aident à comprendre ce que peut être la vie d'un enfant autiste. Mais alors si on pousse, vous me direz, d'accord, mais ça c'est gentil, mais est-ce que ça nous aide à les soigner au quotidien ? Là, la réponse, c'est pas encore. Bon, voilà. En tout cas, il y a encore du boulot. Beaucoup de boulot. Mais beaucoup. En l'état actuel des choses, les neurosciences n'ont pas réussi à expliquer l'origine des maladies mentales. Non, et puis d'ailleurs, on ne pose plus la question comme ça. On la pose comment, la question ? On va dire que, en fait, une maladie mentale, ça a à voir avec le sujet pensant. Un sujet pensant, certes, c'est un corps et un cerveau, mais c'est aussi un sujet dans une famille. La famille, elle est dans une société, dans une culture, dans une spiritualité, et c'est pas raisonnable. De la même façon qu'un physicien, c'est pas lui qui explique comment fonctionne le cœur et le rein. C'est pas un neuroscientifique qui va expliquer comment fonctionne une famille et une société. Donc, pour comprendre la cause des maladies mentales, on aura besoin de neuroscientifiques, de psychologues, de sociologues, d'anthropologues. Alors, vous êtes biostatisticien et vous parlez dans votre livre du rôle de la statistique dans la médecine contemporaine. Alors, comment est-ce qu'on applique cette statistique à la psychiatrie des enfants ? Est-ce qu'il y a des études qui existent finalement pour savoir quelles sont les grandes pathologies Alors, il y a plein d'études comme ça. Il y en a plein. Non seulement des études épidémiologiques, c'est-à-dire pour savoir combien il y a d'enfants qui ont telle ou telle maladie. Même si, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que... Et d'ailleurs, c'est pas que la psychiatrie. On dit toujours, oui, les maladies psychiatriques, elles sont pas pareilles, donc c'est plus compliqué. Vous prenez la myopie ou l'arthrose du genou. On peut être un peu myope ou pas beaucoup. On peut avoir une petite arthrose. D'ailleurs, vous prenez l'exemple dans votre livre de l'arthrose du genou. Alors, oui. Pourquoi est-ce que c'est parlant ? Parce qu'en fait, vous prenez des gens âgés de 50 ans, il y en a plus de la moitié qui ont des signes cliniques et radiologiques d'arthrose du genou. Et la plupart ne savent même pas. Donc, vous n'allez pas leur dire, je vous apprends que vous avez l'arthrose du... Non, en fait, c'est normal dans la vie des êtres humains parce qu'ils sont debout, ils ont leurs genoux qui s'usent. Donc, en fait, par contre, il y a des personnes qui vont avoir les genoux qui s'usent beaucoup, et ils vont devoir prendre des médicaments, voire même on va leur mettre une prothèse du genou. Donc eux, ils vont avoir une maladie. Donc vous voyez, l'arthrose du genou, en fait, c'est une dimension, et à partir d'un certain seuil, ça devient vraiment une maladie. Pour beaucoup de maladies psychiatriques, c'est un peu comme ça. La dépression, vous avez un chagrin, vous êtes fatigué, vous êtes en burn-out.
c'est pas encore de la psychiatrie. Et puis il y a un seuil où vous arrivez vraiment plus à faire face à votre vie, vous avez des idées de mort, là vous devenez déprimé, vous voyez. Donc c'est dur de faire des statistiques avec ça. Mais aujourd'hui, si on devait évaluer les troubles qui sont les plus fréquents chez les enfants et les ados, alors on sait, ce sont les troubles anxio-dépressifs et puis l'hyperactivité. Et les troubles, donc heureusement, ce sont les troubles les moins graves. Ce sont les troubles les moins graves qui sont les plus fréquents. Les troubles les plus sévères, l'anorexie mentale, l'autisme, sont les moins fréquents de très loin. Et aujourd'hui, on parle plus du tout, par exemple, de la dépression de l'enfant. Non, alors... Je le disais tout à l'heure, c'est sorti des radars. La boulimie, l'anorexie, la dépression de l'enfant, on a l'impression que c'est plus du tout... l'hyperactivité aurait remplacé tous ces troubles-là. Oui, alors, d'une part, c'est vrai que dans les maladies psychiatriques, il faut appeler les choses par leur nom. Il y a des maladies à la mode et des maladies qui ne sont pas à la mode. C'est très bizarre, mais c'est comme ça, c'est la vie. Dans les sociétés, il y a des modes, même en médecine. Et donc, nous, on regarde ça de façon un peu bizarre, parce que nous, on a les patients en permanence. Donc, vous êtes sur le terrain et ce n'est pas votre réalité. Non, c'est-à-dire, par moment, effectivement, il y a 40 ans, 30 ans, l'anorexie mentale n'existait pas. Enfin, nous, on la voyait, hein. Bien sûr, les patientes existaient, mais personne n'en parlait. Et puis, tout d'un coup, ça a fait un boom. Alors, il faut voir, hein, le boom de l'anorexie mentale en France est quand même arrivé au moment où Jacques Chirac a été président de la République et ils ont eu un problème avec une de leurs enfants. Et du coup, ça a aidé à la construction des maisons pour adolescents en France. Laurence Chirac, dont vous êtes occupé d'ailleurs vous-même. À la maison de Solène, Ouais. pas moi personnellement, mais des collègues qui ont construit la maison de Solène s'en sont occupés. Et donc, du coup, voilà, vous voyez, souvent, ces modes viennent du fait que des personnages qu'on voit dans les médias sont interpellés par ces maladies. Alors, moi, j'ai rien contre non plus. C'est une façon de sensibiliser la population à des maladies particulières. Comme c'est le cas aujourd'hui pour l'autisme, par exemple. Comme c'est le cas. Alors, pour l'autisme, c'est très intéressant. Vous avez raison. Par exemple, il y a 20 ans, l'autisme était une maladie taboue. Et aujourd'hui, dans la plupart des séries télé, vous avez un personnage qui a des traits autistiques. Vous prenez toutes les séries autour de Sherlock Holmes. Enfin, là, on est sur l'Asperger. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est l'autisme Oui. qu'on aime. Enfin, je ne peux pas dire qu'on aime bien, mais qui est spectaculaire, en fait. Oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord, mais c'est quand même un signe de la société. Vous voyez, c'est un signe de la société. Avant, on ne parlait pas du tout de ça. Avant, on mettait jamais dans les séries télé des gens un peu bizarres, avec une intelligence très abstraite, avec des problèmes de socialisation, de communication. Il n'y avait pas ça. Maintenant, on en met. Et je pense, vous voyez, une interprétation, c'est que la place de l'informatique et de l'intelligence artificielle devient extrêmement importante dans nos sociétés. Ce sont des mots qu'on entend tout le temps. Et je pense que dans l'imaginaire collectif, le mode de fonctionnement autiste devient comme un trait d'union qu'il y aurait entre la pensée informatique et la pensée humaine. Et donc, tout d'un coup, on les met en avant. Alors après, c'est à nous, hein, c'est à nous de prendre ça au bon et de dire, chiche, parlons de l'autisme. Le 2 avril, tiens. On en parlera. C'est la journée mondiale de l'autisme. Bruno Falissard, vous êtes notre invité ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, Soigner la souffrance psychique des enfants, aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous nous revoyez sur la chaîne YouTube. Et à demain.